Bienvenue dans ce nouveau tuto Python. Alors on va attaquer une nouvelle séquence de vidéos qui vont avoir pour but l'étude de la programmation orientée objet. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'attentes à ce sujet-là, je sais aussi que souvent ça fait peur. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de la programmation orientée objet. Et donc pour vous convaincre que c'est pas si complexe que ça, on va essayer de faire quelques manipulations pour vous présenter un petit peu les bases. D'accord ? Je vais commencer dans cette première vidéo par vraiment montrer les fondamentaux. Après on s'amusera à aller voir des aspects supplémentaires dans les prochains tutos. Très bien. Donc, faire de la programmation orientée objet, c'est quoi ? C'est coder de manière à produire ce qu'on appelle des classes. Et ces classes, en vérité, c'est pas si nouveau que ça. Ça fait déjà un petit moment qu'on en parle. Regardez, je vais reprendre une console en mode interactif. Et je vais faire type de 3. Bah oui, 3 c'est un entier. Mais vous aurez noté ici, on a le mot-clé classe. C'est la classe int. Dans le même ordre d'idée, si je tape type de Toto, c'est la classe str. Si je fais type de tout ce qu'on a pu manipuler jusqu'à présent, regardez, là qu'est-ce que j'ai ? Vous l'aurez tous reconnu, on a une liste, et ainsi de suite. D'accord ? Donc la notion de classe, d'accord, c'est pas quelque chose de très compliqué. En vérité, c'est ce qu'il y a de plus proche de la notion de type. Classe et type, en Python, c'est d'ailleurs un synonyme. Dans certains langages, il y a des petites variations. En Python, on a fait en sorte que ce soit devenu des synonymes. D'accord ? En Python, type ou classe, c'est la même chose. Donc, coder un programme avec une approche objet, c'est coder un programme en définissant des types de données. C'est pas plus compliqué que ça. On va être en mesure d'inventer nos propres types. Vous êtes d'accord ? On a fait quelques tutos, je vous ai fait faire de nombreux TP où, par exemple, on cherchait à manipuler des personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tuto sur les lambdas, d'accord ? Et j'avais, à un moment donné, fait une liste. Je l'avais appelée Spice de mémoire. Et on avait dit, cette liste, c'est quoi ? C'est un ensemble de personnes. Et à l'époque, je n'avais pas forcément eu une approche objet. J'avais eu une approche liste. Et donc j'avais dit, c'est constitué d'un first name, pourquoi pas James. Et puis on avait dit qu'il y avait un last name, allez Bond. Et puis j'avais, je crois, rajouté un email qui était 007@gmail.com. On a droit de rêver. Pourquoi pas. Et j'avais rajouté d'autres personnes. Pour le moment, j'ai pas vraiment un programme qui est très orienté objet. Mon programme, il est plutôt orienté liste. D'accord ? Ce que j'aurais pu faire, c'est définir un nouveau type qui me permette de représenter la notion de personne et qui agrège, pourquoi pas, un first name, un last name et un email. C'est ce qu'on va chercher à faire. On va créer une classe qu'on va appeler personne et qui va proposer ces informations-là. Alors après, pourquoi je parle d'objets ? Parce que les objets et les classes, ça va ensemble. C'est un peu la même chose, avec une petite nuance quand même de taille. La classe, c'est le type. Un objet, c'est un exemplaire de la classe. On parle aussi d'instance. Le terme objet et instance sont des synonymes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à de nombreuses reprises, dans nos programmes, on avait à un moment donné cherché à vérifier les données entrantes, par exemple dans nos fonctions, et vérifier si elles étaient compatibles avec un type. Et pour ce faire, on avait utilisé la fonction isInstance. Et je disais, est-ce que Toto, c'est une instance de str, par exemple ? Là, il me dit true. Est-ce que Toto est une instance de liste ? Non, cet objet-là, parce que ça c'est un objet, cet objet, d'accord, n'est pas compatible avec le type liste. Dit autrement, ce n'est pas une liste. Par contre, c'est une chaîne de caractères. D'accord ? Donc, une classe, c'est un type de donnée, un objet, c'est une donnée, à un moment donné, qui est basée sur une classe. On va essayer de mettre ça en œuvre. D'accord ? Regardez, je reviens ici, pour le moment j'efface tout. Voilà. Et on va commencer à définir notre classe. Donc on va inventer une nouvelle classe, un nouveau type, c'est le type personne. Donc au passage, ça me permet d'introduire un nouveau mot-clé. Vous avez vu, il est en orange, donc il est reconnu par le système. C'est ce qui me permet de définir un type. Lorsqu'on va définir une classe,
on doit dire comment on produit les objets de cette classe. Dans plein de langages de programmation, on parle de constructeur. D'accord ? Le constructeur de ma classe, c'est ce qui permet de produire mes objets. Comment on fait pour définir un constructeur ? Ça se fait via une méthode particulière. D'accord ? Une méthode, c'est comme une fonction. On est d'accord, on sort de toute une série de tutos où on a vu les fonctions en long, en large et en travers. Une méthode, c'est grosso modo une fonction, mais qui est déclarée dans l'enceinte d'une classe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ma classe, là, en retrait, je peux mettre le mot-clé def pour définir une méthode. Et le constructeur, c'est une méthode particulière qui doit avoir un nom bien précis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, d'entrée de jeu, il me propose des choses. Et effectivement, il y a la méthode init. Self, ici, ça va représenter l'objet courant que je suis en train de construire. Dit autrement, une personne. D'accord ? Mais je peux, lors de sa construction, lors de son initialisation, lui fournir des données supplémentaires. D'accord ? On peut dire qu'on va passer un first name. Je peux même mettre des valeurs par défaut. Allez, par défaut, c'est John. Un last name, c'est Do. Et un email, pourquoi pas. Sauf que par défaut, on dira qu'il n'en a pas. None, c'est l'absence de valeur, d'accord ? Donc, il n'aura pas d'email. Et en gros, ça, c'est des données d'entrée. C'est quand j'invoque mon constructeur, je vais lui passer un first name, un last name et un email. Et ces informations-là, si je veux les maintenir, si je veux m'en rappeler, d'accord, il va falloir les transférer dans mon objet. Alors, pour rappel, n'oubliez pas qu'un paramètre, la durée de vie d'un paramètre, c'est l'appel de la fonction. En sortie de fonction, le paramètre est détruit. Donc, si je ne veux pas perdre les informations que je vais passer à mon constructeur, je vais devoir, sur l'objet courant, self, je vais devoir stocker mes paramètres dans ce qu'on appelle un attribut. Alors, c'est un nouveau concept. Un attribut, c'est une partie constitutive d'un objet. D'accord ? Chaque objet que vous allez pouvoir considérer dans le langage Python va agréger un certain nombre d'attributs. D'accord ? Donc là, on va dire qu'on va avoir un first name. Je reprends les noms que j'avais mis en paramètres, je ne vais pas réinventer la roue. Et dans cet attribut, je stocke la valeur du paramètre qui m'a été passé. Je fais pareil. Attention, là, l'erreur, ce serait de ne pas mettre self. Si vous ne mettez pas self, vous stockez dans le paramètre la valeur qu'il a. Mais moi, je ne veux pas stocker dans le paramètre, je veux mémoriser dans l'attribut de l'objet. D'accord ? Self.lastName. Autant pour moi, égale last name, voilà, et self.email égale email. Pour le moment, je vais arrêter le code de ma classe à juste ça. D'accord ? Ça, c'est ce qui va me permettre d'agréger 3 informations ensemble en définissant une personne. Regardez, si je fais P égale personne, ça suffit à créer une personne. D'accord ? Dans ce cas-là, P, c'est l'ensemble des 3 informations, le first name, le last name et l'email. Comme ici, je n'ai rien fourni en termes de paramètres, ça veut dire que mes valeurs, c'était par défaut. D'accord ? Donc normalement, on a monsieur John Doe qui n'a pas d'email. On va vérifier ça. Je vais faire un print et je vais afficher P. Regardez, il est intelligent l'outil. Il a analysé mon code, il a vu que dans ma classe, on avait défini 3 attributs. On parle aussi de field, d'où le F que vous avez ici sur la petite icône. Mais dans tous les cas, vous avez vu, on retrouve bien nos 3 éléments. Donc si je veux, je peux afficher mon first name, mon last name et mon email. Et donc, en gros, ma variable P, c'est un objet, et cet objet agrège 3 parties ensemble. First name, last name et email. Ici, je décide de les afficher. J'ai mon affichage qui, a priori, se passe bien.
Bah ça, c'est des choses qu'on retrouve en vérité sur plein de classes qu'on a dans le langage Python. Regardez, je laisse mon code quelques instants et je reviens ici. Je vais importer une classe à partir d'un module. Il y a un module, je n'avais pas trop joué encore avec, c'est le module datetime. J'ai prévu de faire des tutos sur la gestion du temps en Python, donc on y reviendra de manière un petit peu plus formelle. Pour le moment, je vais simplement, à partir de ce module, importer juste une classe, c'est la classe date. Mais regardez, là je peux faire D égale je veux une date. Et ce que je peux faire, c'est passer des valeurs. 2021. Allez, on imagine, on est au 1er janvier, pourquoi pas. Voilà. Non, allez, on est au 2 janvier. D'accord, donc 2021 c'est l'année, ça c'est le mois, ça c'est le jour. Bon, si je fais D. Vous notez que là il me fait des propositions. Et D.year c'est quoi? C'est l'année. D.month. C'est le mois. Et day.day, c'est le jour. D'accord, ça ressemble étrangement à ce qu'on a fait nous ici. D'accord, une date, c'est un objet qui agrège 3 informations, une année, un mois et un jour. Si je fais type de D, ça me renvoie quoi? Ça me renvoie la classe qui a produit l'objet. C'est la classe date. C'est pareil, si moi ici je fais un print de type de P, P c'est un objet de quelle nature? Quelle est la classe qui a produit cet objet-là? P c'est une personne. Très bien. Alors, arrivé à ce stade-là, notez qu'on aurait quand même pu ici passer des valeurs. Si j'ai envie de jouer avec quelqu'un de plus précis, si je ne veux pas un inconnu, je vais mettre James Bond, pourquoi pas, et je vais mettre son email. Bon, regardez, je relance. Cette fois-ci, j'ai Monsieur James Bond. D'accord, donc je peux prendre le contrôle sur les paramètres ici. On est d'accord, ça c'est des valeurs par défaut, et tout comme on pouvait avoir des valeurs par défaut sur fonction, on peut avoir des valeurs par défaut sur méthode. D'accord, dans ce cas-là, les paramètres, c'est à vous de décider si vous allez les valuer, si vous allez les affecter ou pas. Si jamais j'avais juste mis James Bond, dans ce cas-là, j'avais pas d'email. Notez aussi qu'on aurait pu faire comme on l'a vu dans le précédent tuto. Dans le précédent tuto, je vous ai donné une bonne pratique. Je vous ai dit, il serait bien quand même de typer vos fonctions. Je vais transposer ça à ce qu'on est en train de faire maintenant. Il serait bien de typer vos méthodes. Donc vous voyez ici, je dis que voilà, j'ai first name, c'est une chaîne de caractères, ça vaut John. Voilà. Last name, c'est un str, ça vaut Do. Et email, pour le moment, c'est une chaîne de caractères. Et il n'y a pas de valeur par défaut sur ma chaîne de caractères. Là, si je veux respecter la PEP 8, il est préférable de ne pas mettre de blanc ici. D'accord ? Un constructeur ne renvoie rien. Là, si vous me mettez ici flèche pour dire quelle est la valeur de retour d'un constructeur, il faut savoir qu'un constructeur ne renvoie rien. Il n'y a pas de return. D'accord ? Donc au pire, vous me faites flèche none si vous voulez être précis. D'accord ? Mais allez, je vais enlever ça. Ne rien mettre, ça veut dire qu'on ne renvoie rien. Ça, en général, c'est fait comme ça. Bon, là, très bien. J'ai ma première méthode qui me permet de créer un objet. C'est mon constructeur. Alors, vous l'aurez noté, cette méthode, elle avait quand même un nom bizarre. Je vous en ai déjà touché quelques mots dans un précédent tuto. Quand on a une méthode qui est préfixée de 2 underscores et qui est suivie de 2 underscores, pour rappel, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à l'utiliser telle qu'elle. Ça veut dire qu'il y a une autre manière d'obtenir cette méthode. Là, clairement, le moyen normal d'obtenir le constructeur, c'est de demander le type de l'objet que vous souhaitez. D'accord ? On l'a défini comme s'appelant underscore init. Par contre, moi, pour l'invoquer, ici, j'ai demandé à produire une personne. Regardez, je reviens sur l'exemple précédent que j'avais fait ici. C'est pareil. Si je fais un dir sur date, d'accord ? Vous vous rappelez, dire, ça affiche les méthodes du type considéré. Là, j'ai une date, donc j'ai les méthodes de date. Ah, tiens, on a bien un constructeur de date. Pour autant, comment j'ai fait pour construire une date ? J'avais fait ça.
j'avais invoqué le nom de ma classe, d'accord, et j'avais mis des parenthèses derrière. Ben ça aboutit à déclencher le init. Et d'ailleurs, regardez, l'outil le sait. Vous pouvez faire... Il y a une séquence de touches que j'aime bien dans PyCharm, c'est CTRL-clic. Si vous faites CTRL-clic, alors là, je n'ai pas encore cliqué pour le moment, j'ai juste la touche CTRL qui est appuyée. Mais ça vous permet d'atteindre, d'accord, la chose en question. Ben regardez, je me mets sur ça. Alors déjà, si je ne bouge plus la souris, il vous dit bien que la classe personne, son constructeur, il s'appelle init. Vous voyez, vous le retrouvez à ce niveau-là. Et si je fais CTRL-clic, regardez, où est-ce qu'il m'a renvoyé, où est-ce que se trouve mon curseur? À l'endroit de la déclaration. Regardez, je fais quelque chose qui n'est pas très très joli, mais voilà, on imagine un gros programme, un peu plus conséquent que ce qu'on a pour le moment sous les yeux. Si jamais je fais CTRL-clic à ce niveau-là, il m'a ramené automatiquement sur la méthode associée. Et la méthode associée, en l'occurrence ici, c'est bien le constructeur. Bon, à partir de là, je peux éventuellement envisager de modifier mon objet. Si maintenant je dis que P, son first name, c'est Jason. Et si je réaffiche ma personne, maintenant il s'appelle Jason Bond. Et regardez, dans le même ordre d'idée, je pourrais, si je le voulais, essayer de changer le last name. Et là, je relance mon programme, et regardez, il s'appelle toujours Bond, et j'ai pas eu d'erreur. Alors, je suis sûr que vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose, pour une fois, c'est volontaire. Depuis le début des tutos, vous avez vu souvent, je dis que je suis dyslexique du clavier. Je permute des caractères et autres, c'est pas toujours très fluide quand je tape. Bon, je m'en excuse, c'est comme ça. Mais là, pour le coup, je l'avais vraiment fait exprès. D'accord? Et regardez, ici, j'avais écrit name en prenant bien soin de mettre A-N-M-E. Donc, je me suis planté. D'accord? Je voulais last name, à la place, j'ai mis autre chose. Alors ça, il va falloir que vous vous en méfiez de ce truc-là. Parce que si je regarde mon programme, il n'y a pas d'erreur. Regardez bien, le démarrage, il est là, d'accord? On a les sorties de mon programme, le programme s'est terminé, aucune erreur est produite. Pour autant, on comprend bien que là, je me suis trompé. Moi, je voulais modifier last name, d'accord? Du coup, mon last name, il est resté ce qu'il était. Il n'a pas changé, c'est toujours Bond. Et pourquoi il m'a autorisé à faire ça? Ça, c'est une très bonne question. S'il y en a parmi vous qui viennent d'autres langages de programmation, comme C++ ou comme Java par exemple, ce genre de choses-là, dans ces langages-là, c'est strictement interdit. C'est-à-dire que ça ne peut pas aboutir. Vous avez forcément ce qu'on appelle le compilateur qui va vous dire que vous avez fait n'importe quoi et c'est une fin de non-recevoir. Vous ne pouvez pas exécuter votre programme. D'accord, donc c'est vrai que ces gens-là risqueraient d'être choqués en analysant cette ligne 13, en se disant mais comment il a pu faire pour rajouter un attribut qui n'était même pas défini dans la classe. Parce que c'est vrai que dans ma classe, j'ai défini qu'il n'y a que 3 attributs. First name, last name et email. Comment là, j'ai pu faire quelque chose, d'accord, qui modifie autre chose? En tout cas, c'est possible. En Python, la première définition d'un attribut vaut pour sa déclaration. Donc là, en vérité, je me suis fait piéger. Je n'ai pas 3 attributs sur ma classe. Maintenant, j'en ai 4. Regardez. P. Ah mince. J'ai un last name, ça c'est ce que je voulais, mais j'ai une typo que j'avais fait exprès mais que je ne voulais pas avoir. Pour autant, il a été rajouté à mon objet. C'est-à-dire que mon objet maintenant, il a 4 attributs. On a aussi le first name, on a aussi l'email. On est d'accord, hein, si je fais une personne 2, allez, pourquoi pas, c'est Ethan Hunt. Imaginons. Si je fais P2 points, lui, il a combien d'attributs? Lui, il n'en a que 3. Hein. Parce que lui, je ne l'ai pas encore cassé. D'accord? Le seul que j'ai cassé, c'est cet objet-là. Et sur cet objet-là, j'ai rajouté un attribut supplémentaire. Par contre, lui, il a bien ces 3 attributs d'origine. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça a fait ça? Je vais vous montrer quelque chose que je ne devrais pas vous montrer. Mais bon, au moins ça nous permet de comprendre les méandres qu'il y a derrière le moteur objet de Python. Si là vous faites un print,
de p.__, dict __. On est d'accord. Cette chose ayant les 4 underscores, c'est que normalement, je ne suis pas censé l'utiliser de cette manière-là. Mais je le fais quand même. Je demande à afficher le contenu de ce truc-là. Et honnêtement, dict, ça devrait quand même vous inspirer quelque chose. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais a priori, mon objet, il porterait quoi ? Il porterait un dictionnaire. Et tiens, ah ben oui. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, mes objets sont des dictionnaires. D'accord ? L'objet, il contient un dictionnaire dans lequel j'ai tous mes attributs. Et on le sait, les collections en Python, il n'y a pas de taille maximale. Tant que je peux pousser des choses dedans et tant qu'il y a de la mémoire, lui, il accepte. Et donc, le fait d'avoir écrit ça, il faut vraiment s'en méfier. D'accord ? Ça a rajouté, en vérité, un attribut supplémentaire dans mon dictionnaire des attributs. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec 4 attributs. D'accord ? En vérité, un attribut, c'est une entrée dans un dictionnaire. Et un objet, c'est un dictionnaire. Ça porte un dictionnaire qui contient l'état de cet objet-là. D'accord ? Mais ça, on n'est pas trop censé le voir. Cette vision-là, on vous demande de ne pas trop l'avoir. C'est l'implémentation interne du système. Regardez, je fais quelque chose qui marcherait. J'avais pas d'email. Là, je vais faire crochet. Du moins, je ne vais pas le faire ici. Je vais le faire à ce niveau-là. p.__, dict, __. Et là, dans le dictionnaire, je vais aller changer la valeur de l'entrée email et je vais lui stocker toto@gmail.com. Et là, je vais refaire un affichage de mon objet. D'accord ? Le dernier affichage, c'est mon affichage final après modification de mon email. Bon, regardez, on avait James Bond et none. Bon, maintenant, on a James Bond et toto@gmail.com. Donc, on est d'accord, cette syntaxe-là, oui, elle marche, elle est légale. J'ai tapé en dur dans le dictionnaire de mon objet pour rajouter ou modifier un attribut. Ok, mais normalement, je ne suis pas censé le faire. La forme normale d'accès au dictionnaire de mon objet, c'est cette syntaxe-là. D'accord ? Pourquoi c'est pas la forme normale ? Parce que j'ai encore une fois double underscore devant et double underscore derrière. D'accord ? Donc ça, je vais l'enlever. À partir de maintenant, je vais vous enlever ce truc-là. C'est pas très très propre, d'accord ? Voilà, la forme normale de ce truc-là, c'était de faire point email égal. D'accord ? J'enlève ça. J'enlève aussi mon erreur. Ce sera mieux quand même. Donc je vais remettre mon last name. D'accord ? Et donc, on est normalement OK. On a notre programme qui fonctionne correctement. Et donc, là, si je mets Jason Bourne, voilà, excusez-moi, là, je m'étais trompé sur le nom que je voulais mettre. Mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, ici, j'ai bien mon nouvel état, on va dire, pour ma personne. Alors, pour éviter la petite typo que j'ai faite, d'accord, je vous conseille une chose. Surtout, ne tapez jamais vos noms d'attributs entiers. D'accord ? Si vous commencez L-A-S-T et que vous allez comme ça jusqu'au bout, il y a une probabilité pour qu'on se soit trompé. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je tape les premiers éléments et dès lors que dans l'assistance, je vois l'élément qui m'intéresse, je fais Tab. Et ça complète automatiquement. Au moins, ça m'évite les fautes de frappe et donc ça m'évite de rajouter des choses qui n'existeraient pas sur mon objet. Très bien. Alors arrivé à ce stade-là, il y a peut-être un reproche que vous pourriez faire à ce bout de code-là. À 3 endroits, à chaque fois, je remets exactement le même affichage. Bon, mon affichage est ultra basique, je vous le concède, c'est le first name, un espace le last name, un espace l'email. Mais imaginez que je veux changer la manière de présenter une personne. Le problème, c'est que là, dans l'état actuel des choses, il faudrait que je fasse une modif ici, une modif à ce niveau-là, une autre modif à ce niveau-là. D'accord ? Donc, on ne va pas travailler comme ça. C'est pas bien. Et donc, ça me permet de vous présenter une deuxième méthode. Def __str__. Et là, je vais faire return et je vais renvoyer une chaîne formatée dans laquelle je vais injecter sur l'objet courant mon first name, un espace, je vais y injecter mon self.lastname,
Je vais lui mettre, pourquoi pas, un petit tiret email de point, et là, je vais injecter mon self.email. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Alors, cette méthode, donc, elle s'appelle __str___. Donc, encore une fois, on n'est pas censé l'utiliser en direct. C'est-à-dire que je ne suis pas censé voir ce nom-là dans le code qui va utiliser mon objet. On va voir dans quelques secondes qu'est-ce qu'on va utiliser à la place. Mais on se doute, le but de cette méthode, vu le nom qui est ici, c'est de faire quoi? C'est de produire une chaîne de caractères. Vous avez vu, il est intelligent. Maintenant, comme on a le typage, il vous le propose aussi ici. D'accord? D'ailleurs, il vous le dit ici, ce serait peut-être bien de rajouter une information de typage au niveau de ma fonction. Bon, et là, ça ne renvoie pas n'importe quoi, ça renvoie un str en vérité. C'est dommage, il aurait pu me mettre directement str ici. Et donc, le but de cette fonction, c'est transformer votre objet en une chaîne de caractères qui va permettre l'affichage de votre objet. D'accord? Bon, ça tombe bien, qu'est-ce que je renvoie ici? Je renvoie une chaîne de caractères. Donc, tout est cohérent, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà le choix que j'ai fait pour afficher mes objets de ma classe. Et à partir de là, au lieu de faire tout ce cinéma, et heureusement que dans ma classe personne, j'avais que 3 attributs. Imaginez-vous que j'en ai eu 50. Ça aurait été un petit peu plus délicat à taper. Au lieu de faire ça, je peux faire print de P. Là, en l'occurrence, pour afficher un objet, la manière normale et conventionnée pour afficher l'objet, c'est de l'afficher, tout simplement, sans chercher à invoquer une quelconque méthode, et sans chercher à accéder à ces attributs les uns après les autres. Je dis simplement, j'affiche mon objet. Regardez, je fais pareil ici, et je fais pareil ici. C'est tout bête, mais là, quand vous allez chercher à printer votre objet, lui va chercher à invoquer automatiquement cette méthode de transformation en chaîne de caractères. Et regardez, c'est magique. D'accord? Maintenant, voilà comment j'affiche ma personne. Toutes les classes de la librairie Python ont un str. C'est tout bête, mais regardez, j'ai ma date ici. Qu'est-ce qui se passe si je fais un print 2D? Ah tiens, on affiche l'année, le mois, le jour. Le choix d'affichage de ma date ici, c'est le choix qui a été fait dans la méthode str. D'accord? Si je fais un dir de date, regardez, c'est tout bête, mais qu'est-ce qu'on avait? On avait notamment un str. Regardez un autre exemple. Je fais data égale 10, 20, 30. Je fais un print de data. On le sait, ça marche. Mais pourquoi ça marche? Tout simplement parce que dans la classe list, qu'est-ce qu'on a? On a un str qui nous permet de transformer notre objet list en une chaîne de caractères affichable. Là, ils ont mis l'algorithme qu'il fallait pour pouvoir produire cette syntaxe-là. Si vous voulez être efficace pour produire un objet, d'accord, plutôt que de chercher à faire un affichage à la main, quand je dis efficace, c'est en termes de temps de développement, pas forcément en termes de résultats. Ce que vous pouvez faire, c'est un return de self.__dict. Et ce dictionnaire, je vais le transformer en une chaîne de caractères. Au passage, ça me permet de vous montrer une autre façon d'obtenir cette méthode str. Si vous demandez à transformer un objet, en l'occurrence ici un dictionnaire, en une chaîne de caractères, automatiquement, c'est le __str qui va être exécuté. Je vais retester ça dans quelques instants sur mes personnes. Mais regardez, en l'occurrence là, pour le moment, je transforme mon dictionnaire en chaîne. D'accord? Pour mon objet, ce qui veut dire que maintenant, voilà comment j'affiche mon objet. C'est tout bête, mais si vous voulez un affichage qui soit à la fois parlant et rapide à obtenir, au pire, vous pouvez chercher à afficher le dictionnaire de l'objet. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus particularisé, dans ce cas-là, vous produisez votre propre code de transformation en chaîne de caractères. Regardez, là j'en profite, je vous disais que je vais retester le str. Je peux faire s égale str de ma personne, auquel je concatène un point d'exclamation. Pourquoi pas? À partir de là, je fais un print de la chaîne finale. Je relance mon programme.
Et regardez ici, j'ai bien mon point d'exclamation. Et donc ce str qui est là, quand je l'ai invoqué, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il faudrait rentrer dans le code du str, c'est un petit peu subtil, mais au final, il va réinvoquer le str qui est à ce niveau-là. D'accord? Et c'est mon code à moi qui va prendre la main. Regardez, je peux le faire comme ça. Là, je mets un point d'arrêt. Je lance mon programme en mode debug, en mode pas à pas. D'accord? Et donc, à un moment donné, vous voyez, on se retrouve arrêté à ce niveau-là. D'accord? Qui c'est qui m'avait invoqué? C'était la ligne 14. Et la ligne 14, c'était ce print-là. Bon, très bien, il cherche à afficher ça. Allez, je vais jusqu'au prochain point d'arrêt. Maintenant, c'est qui m'a invoqué? C'est le print qui est ici. Il invoque bien le str, vu qu'on est en arrêt, d'accord, sur cette méthode-là. Allez, je vais la prochaine fois où je rencontre ce point d'arrêt. C'est qui m'a invoqué? C'est la ligne 20. C'était ce print-là. Allez, on continue. On est encore une fois sur le point d'arrêt. Et qui a invoqué ça? Tiens, cette fois-ci, c'est la ligne 22. C'est le str qui est ici. Le str de P, ici, a cherché à invoquer votre méthode str. Underscore, underscore, str, underscore, underscore, vous m'avez compris. Donc, cette méthode, je vous recommande de la voir. En gros, quand vous allez commencer à faire des programmes objets sérieux, il y a des règles à respecter. Toute classe dans un programme orienté objet digne de ce nom doit à minima fournir un constructeur et fournir un str. Normalement, le rôle du constructeur, c'est d'initialiser mon objet, donc je me dois de donner un état initial à chacun des attributs de ma classe. Souvent, le str, ce qu'il fait, c'est qu'il affiche sous un format X ou Y ces différents attributs. Et puis après, dans une classe, vous pouvez avoir des méthodes. Vous le savez, sur la classe list, on a sort qui permet de trier la liste, on a reverse qui permet de la renverser, on a append qui permet de rajouter des éléments dans cette classe list. Regardez, je reviens ici dans mon interpréteur en mode interactif, d'accord? Si je fais un dir de liste, voilà ce que j'ai. Ces méthodes qu'on a droit d'utiliser et qu'on utilise telles quelles, moi j'ai droit d'en avoir aussi sur ma classe. Ici, je peux faire un def do something. Pour le moment, je ne sais pas trop quoi faire, donc je vais faire un truc un peu bateau, mais dans tous les cas, cette méthode, elle va s'exécuter sur mon objet courant, d'accord? Et je vais me contenter de faire un affichage. Je fais quelque chose avec ma personne. Et histoire de vraiment faire quelque chose, je vais envoyer ici l'état de mon objet. C'est tout bête, mais là, quand je vais faire un print sur mon objet courant, l'objet courant étant une personne, c'est encore une fois le str qui va déclencher. Regardez, je lance mon programme. Pour le moment, cette méthode n'a jamais été invoquée, donc on a l'affichage précédent. Mais si maintenant, ici, je fais un p.doSomething, lui-même, comme il fait un print, d'accord, on va avoir l'affichage au niveau de la console. Regardez, je fais quelque chose avec ma personne. Bien entendu, après, vous pouvez rajouter autant de méthodes que nécessaire sur vos classes. Ça, après, ça vous regarde. C'est à vous de savoir ce que vous voulez permettre de faire avec vos différents objets. D'accord? Et regardez, pour finir ici, je vais faire un print. C'est pas tout à fait pour finir, mais je vais faire un print de ma personne, de dire de ma personne, autant pour moi. Et c'est pas la personne en vérité, ce que je veux, c'est la classe personne. Regardez, c'est tout bête, mais là, j'ai tous les membres de ma classe. Dans ma classe, j'ai tout ça. Donc, il y a des choses, on ne sait pas trop d'où ça sort. Pour le moment, on fait un peu confiance au système. Mais en tout cas, on retrouve bien notre init, on retrouve bien notre str et on retrouve bien notre première méthode standard qu'on a appelée doSomething, pourquoi pas. Vous voyez, ma classe, elle commence à ressembler à des choses que j'ai sur les classes standards qu'on utilise depuis les premières vidéos de ce méga tuto. On a déjà vu un certain nombre de choses. Ça ressemble énormément.
Bon, du coup, allez, je simplifie un petit peu mon programme. Voilà, et j'insiste, un programme objet après va manipuler un certain nombre de personnes. Regardez, là je vais appeler ma variable James, je vais appeler ma variable Hunt, d'accord, bah, c'est une autre personne. Hein. Bah, son prénom c'est Ethan, son nom de famille c'est Hunt, oui j'aime les espions, et pourquoi pas son email c'est hunt@impossiblemissionforce.us, pourquoi pas. C'est parfait. Bon, bah, du coup, maintenant, bah, j'ai deux objets. D'accord ? James, bah, c'est un premier objet. Hunt, c'est un autre objet. Chacun d'entre eux a son propre état. Dit autrement, il a ses propres attributs. D'accord ? James Bond, il n'a pas d'email, en tout cas pas pour le moment. Par contre, Ethan Hunt, il a bien un email. C'est celui-ci. D'accord ? Et un programme, après, bah, va mettre en jeu autant d'objets que nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. C'est tout bête, mais si vous faites un programme qui manipule des dates et qui manipule des listes de données, bah, vous aurez certainement plusieurs variables qui seront de type liste et vous aurez certainement d'autres variables qui seront des dates. Vous en aurez autant que nécessaire. Bah, là, c'est pareil, vous allez pouvoir manipuler chaque objet. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque objet aura ses propres exemplaires au niveau des attributs. Bah, si j'affiche ici sur mes deux objets le first name de chacun, bah, chacun a bien son état qui lui est propre. Et du coup, bah, je voulais aussi revenir sur ce qu'on a codé ici. À chaque fois qu'on code une méthode, vous avez vu, regardez, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu que je n'ai pas tout tapé, je le refais. Je vais faire def méthode. Pourquoi pas? Regardez, quand je fais parenthèse, clac, bah, il me met déjà à minima l'objet courant sur lequel la méthode va être invoquée. On est d'accord? Quand j'invoque une méthode, je le refais, je l'avais fait tout à l'heure, je le retape, int.doSomething. Bon, bah, effectivement, la méthode est invoquée sur qui? Sur int. Le int ici, comment je vais le récupérer? Bah, ce sera l'objet qui sera récupéré dans self. D'accord? Donc self, à ce niveau-là, c'est quoi? Ben, c'est une personne. Parce que je suis dans la classe personne, on est bien d'accord. Ça, en vérité, c'est un nom de paramètre. Ici, PyCharm me le met en couleur. Mais en vérité, ce nom de paramètre, je pourrais mettre ce que je veux. Hein. Je pourrais mettre Toto, je pourrais mettre Zis, pourquoi pas. Zis existe dans d'autres langages de programmation. D'accord ? Je ne vous recommande pas de le faire. Ça, c'est au cas où j'aurai des développeurs Java parmi vous. Je vous conseille de garder self. Pourquoi? Parce que c'est la convention Python. Même si c'est un paramètre, et même si je peux choisir le nom du paramètre, la PEP 8 me conseille de ne surtout pas changer le nom. D'accord? De manière classique et traditionnelle, d'accord, on est censé appeler l'objet courant self et pas autrement. D'accord? Ça, c'est au cas où vous voudriez me proposer un autre nom. D'accord? Non, normalement, c'est self qui est recommandé à ce niveau-là. Par contre, self n'est pas un mot-clé réservé du langage. D'accord ? C'est un paramètre. Je pourrais faire une bêtise, mais je pourrais faire self égale 10. Je ne vous le conseille pas, c'est pas très malin. Gardez self comme étant l'objet courant sur lequel la méthode s'invoque. D'accord ? Mais self n'est pas un mot-clé réservé du langage. Donc surtout, vous ne faites pas avoir. Hein. Ici, ce n'est pas un mot-clé, malgré ce qu'il a l'idée de nous dire ici, a priori, parce qu'il est en couleur, hein. Mais non, ce n'est pas un mot-clé, c'est juste un paramètre de ma fonction. Ok ? Donc, ne me changez pas ces noms-là, respectez les conventions traditionnelles, hein, si vous voulez qu'on soit dans les canons standards de codage Python. Bon, voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer sur cette première vidéo d'introduction à la programmation orientée objet. Bon, par contre, le sujet est très très loin d'avoir été exploré. D'accord ? Donc, lors de la prochaine vidéo, on va s'intéresser à un concept très important de la programmation orientée objet. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. L'encapsulation, on verra, mais ça consiste à protéger l'état interne d'un objet pour garantir que de l'extérieur, si on cherche à faire un changement d'état, un changement de valeur, qu'on contrôle que les données soient bien cohérentes. D'accord ? Là, c'est tout bête. Mais sur mon exemple, dans l'état actuel des choses, j'ai dit que chaque objet pouvait avoir un email. D'accord ? Un email, normalement, c'est censé respecter un format particulier. Or, si ici, je fais James, qui était .email,
qui est égal à 38, bah, comme il n'y a pas de contrôle, comme il n'y a pas de vérification, bah, ça va fonctionner. D'accord, c'est peut-être dommage. D'accord, ici, j'aurais peut-être aimé qu'ils me disent non, un email, ça ne ressemble pas à ça. Bah, il va falloir mettre en place des mécanismes de sécurité. Il va falloir mettre en œuvre l'encapsulation. Bah, c'est ce sujet-là que je vais essayer de couvrir sur le prochain tuto. Voilà. Bon, ben, comme d'habitude, n'oubliez pas, hein, si vous voulez retrouver des informations complémentaires par rapport à tout ce que je vous propose, vous pouvez retourner sur mon site, cours.fr, vous allez dans la section Python, vous allez dans le tuto, et donc on vient de réaliser de passer la première vidéo sur l'introduction à la programmation orientée objet. D'accord ? Donc vous avez quelques autres vidéos qui sont prévues, vous retrouvez toutes les autres vidéos qu'on a pu présenter depuis le début de ce tuto. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager la vidéo, hein, ça m'aide à faire connaître tout ça. Et puis je vous dis à très vite donc pour le prochain tuto. Bye!